Eh bien, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous et on attaque tout de suite avec le petit billet de Bois-Latour. À toi. Vous allez écouter un podcast. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Littérature, mode, sport, art, fiction, santé. Des centaines de milliers de podcasts sont disponibles. Et il vous faudra une vie pour les écouter. Mais le pod est là. Le meilleur du podcast, c'est sur le pod, en version papier ou numérique. Pour plus d'informations, www.lepod.fr. Quelle rythmicité pour un podcast? Alors là, une question intéressante. Alors assez curieusement, c'est aussi la rythmicité d'une parution qui participe à son succès d'audience. Pourquoi? Parce que une chronicité respectée installe durablement des habitudes chez les auditeurs. Alors on va prendre un exemple concret, simple, l'horoscope par exemple, qui est souvent multidiffusé chaque matin à la radio. Et surtout à des horaires qui sont hyper précis, qui sont habituels, donc déterminés. Bien sans surprise, l'auditeur sait, sans avoir besoin de regarder sa montre, quelle heure il est précisément au moment même où il écoute son horoscope. Et plus la parution, la diffusion, ou dans ce cas présent, la mise en ligne sont rapprochées dans le temps, plus ça installe une habitude d'écoute et plus l'auditeur y pense, donc mieux c'est. Alors à contrario, il est selon moi beaucoup plus difficile d'installer une habitude d'écoute lorsque cette parution, cette diffusion, ou pour le coup ici cette mise en ligne s'inscrit dans un temps long, par exemple hebdomadaire, après il y a bimensuel, mensuel, bimestriel, trimestriel, annuel. Plus difficile encore lorsqu'il s'agit d'une mise en ligne qui est irrégulomadaire. Alors, je voudrais juste dire deux mots sur ce néologisme, irrégulomadaire. C'est un mot qui vient d'une plaisanterie d'un gars qui s'appelle Pierre Déon, qui est le seul rédacteur d'une publication avec laquelle j'ai été biberonné dans mon enfance, et encore aujourd'hui, je l'avoue. C'est une publication qui porte le nom de La Hulotte, et Pierre Déon avait inventé ce néologisme pour justifier une parution donc très irrégulière de sa revue. Autrement dit, il publie sa revue quand elle est prête. Donc il n'a aucune pression. Grosso modo, c'est à peu près tous les 6 mois. Et c'est à chaque fois la surprise. Et dans ce cas-là, ça match à tous les coups, à chaque publication. Pourquoi? Parce que La Hulotte, c'est avant d'être un podcast, une émission, pour le coup ici une revue papier, avant d'être tout ça, c'est un état d'esprit. C'est une communauté qui est très attachée à la philosophie éditoriale de cette irrégulomadaire. Alors il y a d'autres exemples qui sont assez anecdotiques. À la télévision par exemple, je me souviens que Le Bêtisier, le soir du 31 décembre, était très attendu il y a quelques années, avec une seule parution par an par exemple. Bon, ce qui semble plus être le cas aujourd'hui, je ne regarde plus trop la télévision. Dans la presse, il y a encore par exemple le Guide Michelin, qui est très attendu, ou encore le Wouzou, qui paraissent chaque année, qui sont très attendus parce que la communauté est très engagée. À la radio, c'est aussi un radeau, pas de la méduse, mais presque, enfin ces temps-ci un petit peu quand même. À la radio, il n'y a pas, à ma connaissance, d'émissions trimestrielles, semestrielles, annuelles qui provoquent cette attente de la part des auditeurs. C'est dommage et c'est même vraisemblablement une sorte de radeau de la méduse, donc une radio de la méduse, quoi. Autrement dit, un signe qui n'est pas de bonne santé. Donc plus la parution, la diffusion, la mise en ligne sont rapprochées dans le temps, plus la notoriété s'accélérera rapidement. Non pas parce que votre contenu sera exceptionnel, mais parce que vous aurez une présence comme ça répétée. Vous marquez votre territoire tous les matins, tous les jours, toutes les semaines. Pour opter pour une mise en ligne plus espacée ou plus irrégulomadaire, il faut disposer d'une communauté qui est très attentive à vos faits et à vos gestes. C'est une communauté qui a confiance en vous et qui attend de vous systématiquement. C'est pour ça qu'il ne faut pas la décevoir. Une sorte de valeur ajoutée dans ce qui vous relie à elle, ce qui vous unit entre la communauté et les podcasteurs. Donc, quelle est la parution finalement idéale pour un podcast? C'est une question fondamentale, mais comprenez que personne ne peut répondre à cette question, sauf peut-être, et même d'ailleurs sans l'assurance d'avoir raison, vous-même. Juste 2-3 pistes de réflexion pour mieux comprendre. Si votre podcast traite de l'actualité chaude, il est selon moi incompréhensible que ce podcast qui traite de l'actualité chaude soit mis en ligne au-delà d'un rythme hebdomadaire. Si vous vous intéressez à contrario aux hommes et aux choses qui gravitent dans ce que l'on appelle le temps long, à une mise en ligne plus espacée et peut-être ici plus logique, parce que vous inscrivez vous aussi dans un temps long et dans un exercice de réflexion. Encore une fois, moi, si j'ai un conseil à vous donner, je dirais que c'est pas aux hommes, aux voitures, aux avions,
aux fusées qui emmènent Thomas Pesquet dans l'espace d'aller vite, ni à votre téléphone ou à votre ordinateur grâce à un débit énorme. Ce qui doit aller vite aujourd'hui dans nos sociétés modernes, selon moi, c'est les idées. Et pour répondre finalement à cette question, quelle rythmicité pour un podcast, parce que c'est le fil rouge de la room, bien, je crois qu'il faut faire fonctionner sa mécanique de pensée, privilégier d'abord son bon sens et puis se demander ce que veulent celles et ceux qui vous écoutent. Bien, répondre à cette question, c'est déjà avoir le début d'une réponse quant à la rythmicité du podcast. Eh bien, merci, Monsieur Bourlatour, pour ce petit billet que nous publions maintenant assez régulièrement. Vous les retrouverez sur le site lepod.fr. Alors, on attaque tout de suite. Qui a envie de monter sur la stage pour discuter avec nous de cette rythmicité, pour partager un peu aussi votre méthodologie sur votre rythmicité. Il y en a qui se lancent dans les podcasts, il y en a qui lancent des podcasts, il y en a qui ont des podcasts récurrents, qui ont peut-être changé leur rythmicité. Alors pourquoi est-ce que vous l'avez fait et qu'est-ce que ça vous a apporté ? Vous êtes les bienvenus à monter sur stage pour en discuter avec nous et puis comme d'habitude essayer de rendre cette room la plus intéressante possible. Delphine, salut Delphine, comment vas-tu ? Bienvenue sur la stage. Bonjour, merci de m'accueillir, ça fait longtemps, bien. Question rythmicité. Donc moi j'ai un podcast depuis 3 ans, j'ai connu des rythmes assez différents selon mes capacités à produire. Par contre j'ai toujours fait en sorte de maintenir une régularité dans le rythme et je pense que c'est aussi ce qui est important. C'est-à-dire qu'au début j'étais sur un épisode tous les 15 jours parce que c'était déjà ambitieux et pas mal. Et je suis passée à un épisode par semaine parce que en fait tout simplement parce que j'ai tendance à penser des épisodes, je suis sur des épisodes plutôt d'une 15aine de minutes, voire moins, et que du coup, la récurrence permet aussi de diversifier les sujets, à chacun d'y trouver quelque chose et de fidéliser un auditoire, mais aussi parce qu'en fait, si je pouvais, j'en passerais 2 par semaine parce que j'ai beaucoup donc je fais beaucoup d'interviews. Moi, c'est vraiment un podcast, donc c'est l'entreprise de demain. Ça parle du futur du travail et de l'entreprise à impact, et c'est beaucoup des interviews d'experts ou de praticiens. Et du coup, j'en ai beaucoup à interviewer. Voilà. Mais pour moi, ça reste un éternel sujet parce que je me demandais si je sortais un micro-format en plus une 2e fois par semaine. Ça reste un vrai sujet par rapport à l'émergence du podcast, à la fidélisation des auditeurs, au fait qu'ils y trouvent une diversité d'interviews. Voilà. C'est très bien ça. Alors, est-ce que tu remarques que... est-ce que tu fais vraiment ton podcast, comme disait Bourlatour tout à l'heure, quand tu en as envie, en fait ? Ou est-ce que tu as une espèce d'obligation à en sortir un vraiment toutes les semaines ? Parce que dans l'idéal, c'est ça, en fait. C'est une rythmicité. Ah ouais. D'être arythmique, est-ce que ça peut être aussi un atout, mais un inconvénient ? Alors, en fait, je pense que ça dépend totalement de l'objectif, en fait. Pour moi, d'abord, il y a une question, mais ça, c'est ma façon de procéder, c'est que sans routine, je fais pas, en fait. Comme ça, je me et aussi, c'était à ne pas hésiter à rediffuser quand... alors, il se trouve que j'ai maintenant 55 épisodes. Donc, ne pas hésiter à rediffuser quand j'en ai pas un de prêt. Parce qu'en fait, j'ai des épisodes qui ont 3 ans, mais qui sont toujours autant d'actualité. Ah, tu rediffuses des épisodes que tu as déjà diffusés, mais il y a longtemps, pour les réactualiser, ou tu les republies sur... Même pas. Je les republie tels quels, et ils font un score de dingue. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe ? C'est que, comme il y a presque 60 épisodes, les gens pensent pas toujours à retourner voir les anciens. Et là, j'en ai remis un il n'y a pas longtemps sur les modèles mentaux, qui sont en fait les croyances, et qui était très d'actualité quand on l'a fait en 2019, mais qui est juste hyper d'actualité aujourd'hui, puisque justement, à l'heure où on est hyper contraint, comment on retrouve une forme de liberté ? Là, c'était hyper inspirant là-dessus. Et donc, ça fait autant de scores. Et donc, du coup, quand vraiment je vois que j'arrive pas pour des questions, je passe voilà. Mais ça, encore une fois, c'est vraiment une question de discipline personnelle, d'engagement par rapport à mon podcast, et aussi parce que je suis plutôt sur un podcast B2B. Donc pour moi, c'est aussi un gage de sérieux quelque part, etc. Et j'aide de plus en plus les entreprises à faire des podcasts en interne.
du coup, voilà, je me dois aussi. Donc voilà, donc je me suis posé ça. Et je me suis dit que si je me mettais à en faire 2 par semaine, je m'autoriserais peut-être à une rythmicité plus ad hoc, comme disait Brûle Tour, plus selon ce qui me vient, selon ce que je viens de rencontrer, selon ce que je viens de voir. Et dans ce cas-là, sur un format très court que je peux quasi publier du jour au lendemain, en fait. D'accord. Alors ça, c'est intéressant. C'est la première fois que j'entends quelqu'un qui republie en fait des podcasts. Ça veud dire que tu as un duplicata dans chez ton hébergeur, c'est ça? Mais je suis pas la seule. Un Vlan, Grégory Pouy sur le Vlan l'a fait il y a pas longtemps encore. Je l'ai vu faire sur d'autres gros podcasts. Et tu l'indiques dans le titre? Tu dis que c'est un replay ou alors? Rediffusion. D'accord. Ouais, Ok. une rediffusion. Ok. Très intéressant. Parce que je donne la date quand même où il a été fait. Mais j'explique pourquoi je le rediffuse en fait. Ah oui, tu fais un petit montage pour l'accroche ou pas du tout? Pas dans le corps du podcast. Non, j'y touche pas. Je fais vraiment le montage dans le. Non, parce que mon intro, elle répond pas à une actualité. Mon intro, elle répond à une problématique qui existe toujours. Par contre, dans ma communication sur l'épisode, j'explique que c'est une rediffusion et j'explique pourquoi je le rediffuse. D'accord. Ouais. Bon, mais ça c'est intéressant comme. Brûle Tour, tu voulais dire quelque chose? J'aime bien j'adore même cette phrase de Delphine qui nous dit que la régularité, c'est une sorte de crédibilité. Je crois qu'elle a totalement raison. C'est une phrase même à creuser quand on est moins en surchauffe mentale. La régularité, c'est la crédibilité. Et moi, je pense qu'effectivement, lorsque le public vous voit pondre chaque jour, tous les 2 jours, toutes les semaines, de façon régulière, avec un travail bien poli, comme le disait Boileau, une production, en l'occurrence ici un podcast, c'est un signe de crédibilité et ça ne peut qu'engager l'audience. D'ailleurs, la radio a appliqué cette règle depuis des décennies. Être crédible, c'est aussi être ponctuel. Si une chronique est prévue, par exemple, le matin à 6h17, on ne l'envoie pas à 6h18 ou à 6h16 parce que ça crée une habitude d'écoute naturellement, logiquement auprès de l'auditeur. Donc, une phrase à se souvenir de Delphine, une phrase qui est très intéressante. En effet, et ce qu'on peut dire, c'est que quand tout comme les séries, on va donner la parole à Geoffrey, tout comme les séries, les séries que l'on peut avoir en télévision ou que maintenant que l'on a en podcast et qui arrivent tous les vendredis, on a hâte en fait et on se dit chouette, il va y avoir un nouvel épisode vendredi. Et ça, c'est véritablement ce à quoi on doit pouvoir arriver avec un podcast et avec ses auditeurs. C'est ce que doivent aussi arriver à faire les stations de radio pour faire court concrètement et ce vers quoi elles devraient tendre et travailler un peu plus. Geoffrey, on t'accueille avec plaisir. Bienvenue pour parler un peu de ta rythmicité. Eh ben, bonjour tout le monde et puis merci de m'accueillir. Alors j'ai aussi un podcast et c'est une question que je me suis posée et la question est intéressante à se poser comme tu le mentionnais là avec le retour des séries qui reviennent justement avec le côté un épisode par semaine, etc. Ça avait disparu, ça revient. Et donc ouais, elle est à se poser la question. Moi j'ai débuté le podcast en 2019 avec 2 épisodes qui sont restés genre 1 an posés là parce que j'avais juste pas les moyens d'en faire plus à ce moment-là. Et puis depuis 2020, par contre, je suis passé à 1 par mois et depuis toujours du coup en 2020, mais dans l'année à 1 tous les 15 jours. Donc j'ai bien vu dans les faits que la rythmicité, le fait d'être régulier permettait en effet d'asseoir une audience en soi et puis ouais, une sorte de crédit dans le sens où, mais en même temps par contre je ne m'oblige absolument pas à la garder dans le sens si j'ai rien et que si j'ai pas d'invité je vais pas m'obliger à remplir parce que ça c'est l'autre danger et je fais de la radio aussi donc je le vois pertinemment dans les grilles de radio c'est le danger de remplir absolument parce qu'il y a une case, un rendez-vous à faire et une sortie à faire et ça donc non du coup il y a je pense il y a un juste milieu à trouver quoi dans la rythmicité. Il en faut une pour perdurer et montrer ce qu'on fait et qui on est, etc. Mais en même temps, faut pas non plus se perdre dans à tout prix le rythme, quoi. La régularité, selon moi, elle dépend aussi toujours du budget alloué à votre podcast. Par exemple, si vous avez un budget très important, vous aurez probablement les coups des franches pour consacrer une partie de ce budget à ce qu'on appelle la main-d'œuvre. Ça n'a rien de péjoratif à l'expression main-d'œuvre, etc. Donc ça impactera forcément sur votre cadence de tir.
plus vous êtes et puis parce que c'est un travail, si celui-ci est quotidien, ça vous demande peut-être 2, 3, 4 heures de travail quotidiennement. C'est pas facile au long cours à tenir des rythmes-là, tout en sachant que moi je caste au long cours, sur une saison entière, pas forcément des one-shots, et je sais qu'il est très difficile de tenir au long cours. Mais il y aura une autre question subsidiaire, Philippe, au cours de cette room, qui m'a l'air intéressante parce qu'on l'a survolée il y a quelques secondes, c'est la date de péremption des podcasts. On n'en a jamais parlé, mais ça c'est intéressant, c'est que le produit radio, dans la majorité des cas, a une date de péremption très rapide. Par exemple, un flash radio, il meurt à partir du moment où le présentateur, le journaliste le termine. Par définition, il y a beaucoup comme ça de produits radio qui ont une date de péremption très rapprochée. Et moi, je voudrais savoir ce que vous pensez peut-être tout à l'heure, parce que je ne veux pas vous couper l'herbe sous le pied, d'aborder cette thématique liée à la date de péremption des podcasts. Est-ce que, par exemple, Europe 1 peut, tout comme Delphine, monétiser du podcast sur plusieurs mois, sur plusieurs années? C'est une bonne question, notamment pour les dirigeants d'Europe 1 Studio qui, j'imagine, ont quand même des objectifs à respecter. Voilà. Je reviens, du coup je reprends la parole. Moi, mon premier épisode, il date d'il y a 3 ans. Il est toujours totalement d'actualité et il y a tellement de choses dedans que... Alors, je ne l'ai pas rediffusé récemment, mais par contre, régulièrement, je reprends des éléments de contenu. Et pour moi, il n'y a pas de péremption. Mais encore une fois, je suis sur un sujet du futur du travail qui met des années à se construire avec des problématiques que certains ont identifiées en avance de phase, d'autres identifient maintenant. Donc voilà. Et puis j'ai des interviews qui volontairement sont sur le fond. Donc j'ai envie de dire, voilà, me concernant, il n'y a pas de date de péremption. Enfin, il y en aura une sans doute un jour, mais enfin, elle n'est pas encore arrivée. Par contre, et c'est d'ailleurs tout l'intérêt, parce que le travail que je fournis, il est utile à des gens pendant très longtemps, tant qu'à faire. Mais ça va dépendre du sujet du podcast. Voilà. Alors, il y a les podcasts que vous réalisez, que vous produisez. Dans les podcasts que vous écoutez, Delphine, Geoffrey et puis les autres personnes de la room, vraiment monter sur la stage pour partager avec nous vos avis sur cette rythmicité, soit de vos propres podcasts, soit des podcasts que vous écoutez, qu'est-ce que vous aimez bien. Est-ce que vous êtes vraiment sujet à faire très attention à cette rythmicité, ou alors est-ce qu'un podcast que vous allez écouter qui vous dit le prochain épisode vous verrez bien quand il arrivera, et puis c'est le flux RSS qui vous dit tiens il y a un nouvel épisode à télécharger. Je pense à 2 exemples dont on a parlé déjà dans le magazine Le Pod, qui est Cerno qui lui fait il avait une promesse sur la première année ou la première année et demie, c'était tous les dimanches. Et puis après, il a changé. Il a dit finalement, je vais repasser sur 1 mois. Et puis finalement, il est revenu sur 2 semaines. Et puis là, en fait, et ça dépendait un peu de son enquête aussi et de tout ça. Donc en fait, il expliquait tout ça au long cours. Et c'est vrai que pour moi, c'était pas gênant parce que je l'écoute ce podcast. C'était pas forcément gênant de m'adapter. Mais est-ce que pour vous, c'est vous faites attention à ça? Est-ce que c'est quelque chose qui est très important? Parce que si c'est important pour vous, ça veut dire que c'est aussi important pour les auditeurs. Et après, l'autre exemple, qui est un contre-exemple, c'est Sarah Trey Stéphanie, dans son podcast Frouch, où elle sortait un épisode quand elle pouvait, quoi. Et c'est vrai que les auditeurs attendaient quand même le prochain épisode, et il y avait une vraie interaction avec les auditeurs en disant mais quand est-ce que tu sors ton prochain épisode? On attend ça avec impatience. Il y avait beaucoup de commentaires qui se généraient, peut-être aussi un peu de frustration, et c'est ça qui peut être aussi un peu dangereux. Mais vous, Delphine, Geoffrey, est-ce que en tant qu'auditeur, auditrice, vous êtes sensible à cette rythmicité? D'abord, Philippe, en 2 secondes, si tu t'en es pas aperçu, ou alors si ça te gêne pas, ça veut dire que sans t'en apercevoir, tu es entré dans la communauté de Cerno, sans t'en apercevoir. Voilà, tu fais partie maintenant intégrante de sa communauté et tu as envie qu'ils produisent davantage parce que tu es curieux de ces réalisations. Voilà, je te l'annonce, tu fais partie maintenant sans le savoir de la communauté de Cerno. Et oui, et c'est vrai, et c'est ça que tous les podcasteurs, recherchent. Donc en fait, est-ce que la rythmicité, véritablement, est-ce qu'elle est primordiale? Est-ce que c'est ça qui est le plus important, ou est-ce que c'est plutôt de tenir informé son auditeur au fur et à mesure qu'on fait son podcast et de ne pas s'obliger à avoir une rythmicité? Question à la room. À quelqu'un qui vient nous répondre, Floriane, qui arrive par rapport à cette question, j'espère. Bonjour Floriane.
Bonjour. Oui, c'est par rapport à la question. Je pense que c'est super important d'avoir une rythmicité. Pardon, j'ai du mal avec ce mot-là. Mais c'est sûr que si on n'en a pas une, au moins de pouvoir dire dans l'épisode qu'on sort que ça va arriver et de pas laisser les gens sans savoir. Parce que moi, j'avoue, j'écoute des podcasts et quand je vois qu'il n'y a pas de rythme et je ne sais pas quand le prochain va sortir, j'ai du mal à m'attacher et à vouloir écouter le prochain parce que j'ai pas de repères et moi, j'aime bien avoir des repères. Oui, Geoffrey, tu voulais réagir ? Oui, voilà, je voulais qu'on me donne la parole sans intervenir au milieu de tout. Je pense que ouais, c'était intéressant la rythmicité, je pense, va tenir les gens au courant et va faire peut-être la différence entre un podcast, on en parlait dans une des rooms il y a quelques temps en arrière, qui sont potentiellement morts et qui n'est plus actualisé, à la différence de ceux qui sont toujours justement actifs et où il se passe des choses. Maintenant, je ne sais pas si c'est le fait que l'épisode sort de manière régulière qui va forcément me tenir au courant. Si je prends mon cas perso, je suis aussi tout ce qui est les comptes Insta ou autres qui vont être reliés au podcast et donc je suis tenu au courant par une story ou un tweet ici et là et je rejoins la communauté du podcast en question et du coup je suis au courant, mais j'attends pas non plus nécessairement après la rythmicité pour consommer encore beaucoup de podcasts. Je me suis même fait manger par cette rythmicité. Des fois, on a un épisode qui sort un peu comme les séries sur Netflix, Amazon et compagnie. Entre tout ce qui sort au même moment partout, si on en suit pas mal, ça peut être gênant, en fait, finalement, qu'il y ait ce rythme instauré. Oui, maintenant on peut aussi les consommer quand on le désire. Alors tu apportes une brique un peu à cette conversation sur la rythmicité qui est pas uniquement la rythmicité du podcast, mais aussi la rythmicité de l'entretien de sa communauté. Alors c'est peut-être l'objet d'une autre room, et d'ailleurs on a dit qu'on allait faire une room sur comment entretenir sa communauté. Donc on fera peut-être certainement la semaine prochaine. On a des rooms là qu'on est en train de préparer et qu'on va programmer à l'avance. D'ailleurs, je note qu'il y en a une déjà programmée pour le 10 mai, que vous pouvez voir si vous allez dans le groupe du pod avec Pénélope Boeuf qui viendra nous parler de son livre podcast pour les nuls. Elle nous donnera un peu tout ce qu'il y a dedans et cette sortie de premier livre de la série des nuls. C'est donc la rythmicité aussi, puisqu'on parle quand on sort un podcast, on doit entretenir ses auditeurs, et donc ça veut dire que quand on a un podcast, on doit tous les jours aussi avoir une rythmicité d'information de ses auditeurs ou pas. Comment est-ce que vous voyez la chose sur la partie rythmicité qui est un peu annexe, qui est sur l'information qu'on donne aux auditeurs parce qu'ils se posent des questions sur justement cette rythmicité. Est-ce que on doit tous les jours, selon vous, envoyer des informations sur quand va sortir le prochain épisode de son podcast sur les réseaux sociaux ? En deux phrases pour moi, plus le rythme est serré, plus le sujet abordé dans votre podcast répond à une actualité chaude, plus le rythme est espacé, plus le sujet abordé dans votre podcast répond à une actualité froide. C'est aussi simple que ça. Je vous la refais si vous voulez. Non, elle était très bien. Hein. Bon, très bien, merci. Est-ce que dans la room, d'autres personnes veulent monter pour parler de rythmicité, de podcasts que vous allez produire, que vous produisez, ou que vous entendez et qui sont peut-être un peu marquants ou réagir par rapport à ce dont on parle. Si, bien entendu, vous n'avez pas de réaction ou vous n'avez pas d'autres choses dont vous voulez qu'on parle, on n'est pas obligé de continuer la room pour continuer la room. Si on pense qu'on a fait le tour du sujet, on peut tout à fait aussi terminer cette room, sauf si Delphine, Geoffrey, Floriane, vous avez une petite remarque. Alors moi, ce que je vois, c'est que Floriane, toi, tu es plus donc sur avoir une rythmicité. Moi, c'est vrai que peu importe en fait qu'il y ait cette rythmicité, comme disait Brulatour, si je suis sensible et que je fais partie de la communauté du podcast, en fait moi peu me chaud si il m'en sort un toutes les semaines, toutes les 2 semaines, tous les mois, dans la mesure où je sais qu'il arrête pas, parce que c'est un peu comme
Comme une série, moi j'aimerais bien que les séries de télé, par exemple, certaines séries télé, je sache pas qu'il y ait 6 ou 8 épisodes, parce que quand tu arrives au 8e, tu te dis c'est fini, c'est dommage. Donc il y a aussi ce côté-là, c'est de ne pas annoncer si on va faire une série de 6 ou 8 épisodes et qu'on laisse durer le plaisir. Il y a aussi cette partie-là qui est importante. Des réactions de Floriane ? Mais comment on sait que la personne n'a pas arrêté? Parce que c'est là tout l'enjeu de ne pas avoir de rythmicité. C'est-à-dire que quand une personne, elle poste une fois de temps en temps, elle peut abandonner et nous, on ne sait pas. Alors ça, c'est tous les podcasts, c'est tout le problème du podcast ou des profils sur les réseaux sociaux. On ne sait pas quand les gens sont vraiment toujours derrière ou pas. Et un podcast, il y a beaucoup de podcasts qui s'arrêtent au bout du 3e, du premier épisode, puisqu'il y a énormément, il y a un gros pourcentage de podcasts qui n'a qu'un seul épisode. Et certains s'arrêtent au bout de 3, au bout de 4, parce que c'est vrai que c'est aussi... la rythmicité, c'est bien entendu la capacité à pouvoir produire de manière récurrente et donc avoir le temps de pouvoir produire ce contenu avec bien entendu tout ce qu'on a à faire autour, sachant que c'est pas forcément un modèle économique évident. Il y a énormément de podcasts qui s'arrêtent, comme tu dis Floriane, et où on reste un peu sur sa faim et même on essaie de contacter les producteurs et rien derrière parce qu'ils ont abandonné ou qu'ils sont partis sur un autre projet. Donc il y a aussi cette problématique-là qui peut en effet intervenir. Après là, on n'est malheureusement pas maître des producteurs de podcasts. Pour la tour. La rythmicité, elle dépend forcément toujours de l'éditorial, de la difficulté à le matérialiser chaque jour ou chaque semaine, toutes les 2 semaines, chaque mois ou tous les 2 mois. Cerno, dont on parlait à l'instant, lui, finalement, c'est pas lui qui commande. Il prend ce qu'il trouve. Parfois, il ne trouve pas ce qu'il recherche. Et il faut aussi le dire. Moi, j'aimerais lui poser la question. J'aimerais lui demander, lorsqu'il prend le train pour aller dans une autre ville, faire sa contre-enquête, si il trouve véritablement ce qu'il veut. Moi, je suis pas certain de ça. Donc, forcément, les infos qu'il recherche, les témoins, qu'est-ce qu'il recherche d'autre, Cerno? Mais je n'ai pas souvent écouté des dates, des faits pour élaborer sa contre-enquête. Quelquefois, malheureusement, même s'il y a une appétence de recherche, il peut rester sur sa faim. Donc forcément, c'est pas un pantouflard, dans le sens, c'est pas le podcasteur pantouflard qui reste sur son bureau et qui sait que toutes les 12 heures, toutes les 24 heures, il a un podcast à faire. Lui, il est obligé vraiment de se bouger en extérieur. Donc il est obligé, probablement, j'imagine, de repousser aussi, alors des fois de 2-3 jours, il n'y a pas d'études scientifiques, il faudrait lui poser la question, mais il est forcément obligé de repousser sa date de mise en ligne. Et moi, je pense que pour un auditeur de podcast, pas un auditeur classique, lambda, le kidam du Landerneau de la radio, mais pour un auditeur de podcast qui a encore dans sa tête la définition du mot liberté, je ne suis pas certain que ça gêne l'auditeur. Au contraire, d'ailleurs, il doit se dire, justement, c'est ce que en retard de 3 jours, c'est ce que tu disais. Ouais. Et je pense que c'est aussi, s'obliger à avoir une rythmicité quand on fait un podcast, c'est un peu aller à l'encontre du podcast natif, où beaucoup de gens, et Geoffrey, tu peux peut-être le confirmer, alors même si tu travailles encore en radio, mais beaucoup de gens ont arrêté la radio justement parce qu'il y avait cette rythmicité obligée. Il n'est pas dans les codes de la radio. Et c'est ce que recherche l'auditeur. À mon avis, il n'y a pas d'études là-dessus, mais je pense que ce que recherche l'immense majorité des auditeurs qui écoutent du podcast, c'est justement de ne pas retrouver les codes que l'on entend en radio, les coupures de pub toutes les 7 minutes le matin, les mêmes invités, les mêmes questions, les mêmes réponses, et tous ces automatismes qui construisent bien entendu la radio dans les habitudes, dans les comportements d'écoute quotidiennement. Je ne suis pas certain que l'auditeur de podcast, lui, il recherche ça. Justement, il veut quelque chose de nouveau. Quelquefois, souvent d'ailleurs, il veut être surpris, et parfois, il pardonne assez facilement si une mise en ligne prévue le mardi n'intervient que le vendredi. Et tu dis l'auditeur, moi j'irai plus loin, j'irai le créateur du podcast. Parce que c'est aussi ça, la chance du podcast, c'est de pouvoir aussi, avec ses auditeurs, faire un peu ce qu'on veut. Et si on s'oblige à avoir un toutes les semaines, c'est un état d'esprit. Geoffrey, tu voulais réagir? Absolument.
Oui, non, c'est ça. Du point de vue consommateur de podcast, en effet, je consomme pour ne plus écouter la radio et, enfin, en tout cas, entendre autre chose que ce que j'entends à la radio. Donc ça, bon, on est tous, je pense, d'accord là-dessus. Et d'un point de vue de l'autre côté, effectivement, je me suis mis à faire du podcast parce qu'en radio, je ne retrouvais plus la place de faire ce que je voulais faire de manière autre que les formats imposés. Donc du coup, est venu le podcast. Donc effectivement, c'est ce qu'on recherche. Enfin, je pense. Y compris d'ailleurs dans le format du podcast, j'entends dans la durée. Par exemple, les gens de radio sont très méticuleux sur les durées. On a je sais pas moi, la chronique, j'en sais rien moi, la chronique qui va vous expliquer comment planter, je sais pas, des carottes tout au long de la saison. Elle intervient chaque matin à 8h12. On sait qu'elle fera une 30, elle fera une 30 en septembre, comme elle fera une 30 en janvier, et comme elle fera une 30 en juin. Donc forcément, il y a un peu de lassitude qui peut se créer indirectement. La liberté dans le podcast, et justement pour que ça fonctionne, c'est aussi que Cerno, il propose, je parle de Cerno parce que, enfin, je le connais pas, hein, je pourrais citer d'autres podcasteurs, mais on parlait de Cerno. C'est que Cerno, justement, en fonction de ce qu'il moissonne quotidiennement ou chaque semaine, il puisse livrer cette semaine un podcast de 23 minutes. Et puis la semaine prochaine, comme il n'a pas forcément eu de chance, comme il n'avait pas le vent dans le dos, il a un peu moins d'infos à moudre, il a moins de biscuits, donc il sera sur 6 ou 7 minutes. Voilà, moi je pense très sincèrement que la rythmicité aussi, elle repose aussi sur cette notion de durée du podcast et qu'il ne faut pas se mettre la rate au courbouillon, c'est une expression qu'on utilise beaucoup à Brive-la-Gaillarde, dans la durée, s'obliger à faire une 30 ou une 35 tous les jours, toutes les semaines. Non, le podcast doit rester cet espace de liberté en termes de créativité et en termes techniques, j'allais dire. Voilà, ça me semble être un élément qui est particulièrement indispensable et dont les auditeurs qui font partie des communautés de podcasts sont très sensibles. J'aime beaucoup cette expression. Ouais. La rate au courbouillon, je vais la retenir. Mais oui, c'est ça. Si je prends une fois de plus mon cas, puisque je parle de ce que je connais en l'occurrence, j'ai des épisodes qui font 2h30 et d'autres 20 minutes. C'est des podcasts d'interview avec un invité à chaque fois. Donc, j'en ai de 20 minutes et d'autres de 2h30. En fait, c'est dépendant de ce qu'on a tout simplement à raconter. Si en 20 minutes on a fait le tour, on a fait le tour. Si en 2h30, s'il fallait 2h30, alors il fallait 2h30. Mais il y a zéro... je m'impose rien et de l'extérieur, rien n'est imposé non plus, quoi. Allez, vous êtes avec nous encore quelques instants, si vous voulez, pour parler de rythmicité. Si vous voulez monter sur la stage pour réagir à ce qui est en train de se dire et puis à votre manière d'écouter ou à votre manière de produire les podcasts, la petite main en bas, vous cliquez dessus et puis vous montez sur la stage. Delphine, tu voulais faire dire un mot ? Oui, je voulais rebondir sur ce que vous disiez. En fait, pour moi, la créativité naît de la contrainte, donc ça, c'est aussi très personnel. Mais donc la contrainte qui n'existe pas effectivement sur, le podcast, il est natif, donc ma seule contrainte, c'est celle que je me donne. Mais en fait, voilà, moi, le cadre, il m'est utile. Après, sur les formats, ils peuvent évoluer. Sur tout ça, ça peut évoluer. Mais voilà, donc je pense qu'après, c'est aussi une question très personnelle du podcasteur. Effectivement, de ce qu'il trouve, comme disait Brunatour, parce que moi, si j'avais rien d'intéressant, je préférerais pas faire d'interview. D'ailleurs, je refuse des interviews qui me paraissent pas être utiles pour les auditeurs. Mais je suis pas dans ce cas de figure. Donc du coup, voilà. Donc du coup, je pense que il faut aussi, voilà, je me mets pas dans la contrainte type ce que vous évoquez par rapport à la radio, mais pour moi aussi, la structure et la contrainte font que ça sort. En fait. Donc voilà, mais c'est ma façon de travailler et la façon dont je vais, voilà. C'est bien d'avoir fait apparaître cette notion de contrainte, parce que moi, cette notion de contrainte, je l'entends désormais, je l'entendais en pointillé, on va dire, cette dernière décennie à la radio, mais je l'entends encore plus aujourd'hui. Je vais prendre un exemple concret avec un gars qui est certainement un des meilleurs conteurs, si c'était le meilleur conteur du paysage radiophonique français. Le gars, c'est Christophe Andelat. Il a son comportement, on peut dire ce qu'on veut sur le journaliste, mais ça me paraît compliqué d'aller attaquer directement son travail. Néanmoins, je remarque depuis plusieurs mois chez Andelat qui lui a une chronicité qui est quotidienne. Et puis en plus de ça, sur Europe 1, ils ont eu la très bonne idée de proposer l'émission, je crois que c'est en début d'après-midi, en podcast le matin à partir de 6h. Génial! C'est-à-dire que si vous ne pouvez pas écouter à 14h en direct, vous pouvez, la communauté et le cœur de cible, si j'ose dire, peut même dès 6h le matin écouter l'émission qui sera diffusée à 14h
l'après-midi. Je trouve le procédé génial. Enfin une nouveauté, et puis une nouveauté assez surprenante. Tu te dis waouh. Eh ben, j'ai remarqué depuis quelques mois que Christophe Ondelat, qui était quand même le monsieur fait divers, au même titre que Pradel l'est sur RTL, on est toujours dans le truc glauque, le fait divers qui marque les esprits, etc. Eh bien aujourd'hui, moi j'ai écouté la semaine dernière un podcast de chez Ondelat. Il recevait une Suissesse qui s'appelle Sarah Marquis. Je ne sais pas si vous avez lu les bouquins de Sarah Marquis, c'est assez intéressant. C'est une exploratrice, pas une aventurière, c'est une exploratrice qui travaille pour le National Geographic, qui est suisse et qui parcourt le monde dans des zones où on ne verrait pas un chien vérolé. Et cette dame était invitée de Christophe Ondelat pour parler d'une aventure en Tasmanie. Elle avait traversé la Tasmanie. Moi, j'ai été surpris parce que je me suis dit, mais bon sang, mais pourquoi ce choix éditorial? Enfin, qu'est-ce qui pousse Ondelat à inviter Sarah Marquis, qui est une géniale exploratrice, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Bon, je veux dire, le mec est hors jeu, quoi, sur ce coup-là. Et on voit bien que cette notion de contrainte, elle suinte un peu aujourd'hui, notamment encore à la radio notamment, où tu as la production qui se dit qu'est-ce qu'on va pouvoir faire comme fait divers, parce qu'on les a tous fait, de l'affaire Grégory à Estelle Mouzin, enfin, voilà, ils les ont tous mis en onde. Et là, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'Ondelat, il glisse vers des histoires qui sont un peu plus rocambolesques. Cette histoire d'un village du sud de la France où les gens étaient complètement dingues après avoir mangé du pain la veille, tu te demandes ce que ça fait dans Ondelat raconte, par exemple. Et on sent bien qu'ici apparaît une notion de contrainte. Et je ne suis pas certain que quand l'auditeur s'en aperçoit, qu'il soit un auditeur de la radio ou un auditeur de podcast uniquement, faut pas le prendre pour un imbécile. Et je suis persuadé que voilà, le mec s'en rend compte un peu et qu'il se dit waouh, ça commence à s'essouffler. Ouais, c'est ça. Donc tu veux dire qu'en fait, parce que ils l'ont programmé en radio, ils l'obligent un peu à glisser sur autre chose que la promesse qu'il avait fait avec son podcast. Je suis pas dans les petits papiers d'Ondelat, donc je connais pas la stratégie, mais ce que je vois, c'est qu'avant on parlait que des faits divers sanglants, et qu'aujourd'hui, voilà, on glisse vers des sujets qui n'ont rien à voir avec le fait divers, quoi. Sarah Marquis, j'ai lu le bouquin, le Tigre m'a réveillé, c'est son dernier bouquin. C'était très bien d'ailleurs. Vous lisez ça en 2 après-midi, c'est très bien écrit, mais vous vous demandez ce que ça fout chez Ondelat. Voilà. Des fois, vous dites c'est peut-être un accident, un incident éditorial, ça peut arriver de temps en temps. Mais là, bon sang, voilà. Donc tout ça me fait dire qu'il y a une contrainte finalement qui suinte un peu. Dans certaines radios où il est difficile, je parlais tout à l'heure des invités, toujours les mêmes invités, toujours les mêmes questions, grosso modo, doigt mouillé, il y a des contre-exemples bien entendu, il y a toujours les mêmes réponses, c'est toujours à la même heure, c'est toujours les mêmes personnes qui posent les questions, toujours les mêmes personnes qui répondent, surtout le matin dans les invités, ce qu'on appelle les invités politiques, où il est très difficile de se renouveler. Et voilà, alors là pour le coup, la contrainte elle suinte pas, quoi, elle apparaît, tu la vois, quoi. Et c'est pas un signe de bonne santé, voilà. Et quand on en arrive là, vaut mieux changer son fusil d'épaule ou y réfléchir à 2 fois sur cette notion de rythmicité, de voir si on peut continuer sur un rythme purement quotidien. C'est un avis d'auditeur que je vous donne. Moi, j'ai pas d'action chez Lagardère ni même chez M6. Non, vaut mieux d'ailleurs. On accueille Charles. Ah oui, non, j'avais pas fait le rapport. Ouais. Et coucou, j'ai pas d'action tout court, donc voilà. Ça viendra peut-être, on verra. Ouais, je sais pas. Bonjour à toutes et à tous. Un petit ressenti, peut-être une petite question. Alors, petit ressenti, moi j'ai un podcast qui est devenu hebdomadaire. À la base, c'était bimensuel. Et puis, j'ai créé son petit frère. Il y avait Dans la poire, le podcast pour mieux manger, et Dans la poire express, une sorte de minute nutri qui finalement, du coup, moi aussi, je me suis éloigné des standards de la radio. Je voulais faire 1 minute à chaque fois, puis en fait, ça me gonflait. J'étais très corseté, donc j'ai fait 2-3 minutes, etc. J'ai plus tenu compte du temps. Mais je remarque que moi, j'ai pas mal d'autres activités. Je sais pas si je vais pas demander à ma communauté sur les réseaux sociaux si ça compte vraiment pour elle d'avoir le truc chaque vendredi à 19h, etc. Parce que je constate que ça revient vite, l'hebdo, et c'est compliqué. J'ai l'impression parfois d'être pris dans un étau, et c'est un tout petit peu compliqué. J'ai discuté avec Pénélope Boeuf aussi, qui m'a dit, tu sais, franchement, même le quotidien, et oui, du coup, et c'était ma question, pour vous, quelle est la périodicité la plus dure à tenir, la plus éprouvante? Pénélope me disait, ouais, franchement, après, en quotidien, c'est vrai, quelque part, on s'en rend moins compte qu'en hebdo.
ça revient moins vite. Je ne sais pas si vous avez le même feeling par rapport à ça. C'est ce que je disais précédemment, c'est une question fondamentale, mais il faut comprendre que personne ne peut répondre à cette question, sauf peut-être, probablement, et encore c'est pas certain, sans avoir l'assurance d'avoir raison vous-même. C'est toute la difficulté de se dire, voilà, on opte pour un rythme quotidien et on va tenir au long cours, c'est une sorte de marathon, on se lance en septembre, on va tenir jusqu'en juin prochain, mais encore une fois, je crois qu'il ne faut pas s'appliquer ce que la radio s'applique à elle-même. Voilà, le podcast, c'est un espace de liberté, encore une fois. Après, je pense, Charles, pour aller dans le sens de Pénélope Boeuf, même si on n'en a jamais parlé avec Pénélope, ce qui est certain, c'est quand tu as une quotidienne, tu sais que chaque jour, tu vas devoir faire ce que tu as à faire. Et donc, ça va peut-être te faciliter l'organisation de ton temps parce que tu sais que tu dois en faire une quotidiennement. Quand tu en fais une le vendredi, sauf si tu t'obliges à vraiment faire ton podcast toujours le même jour, c'est-à-dire tu dis le mercredi, je le fais pour qu'il soit publié le vendredi, et le reste du temps, t'es libre. Mais j'ai l'impression qu'en effet, si ton podcast, et après ça devient une vraie gymnastique, qui est peut-être plus facile avec le temps, cette gymnastique, quand elle est quotidienne, que quand elle est hebdomadaire, où tu as plus d'opportunités de faire d'autres projets qui sont plus ou moins importants, qui prennent plus ou moins de temps, et tu te dis, ah ben tiens non, tu glisses, et puis au final, tu te retrouves à faire ton podcast quelques heures avant de le publier. Donc c'est peut-être dans ce sens-là qu'elle voyait ça. Geoffrey, tu voulais réagir par rapport à ça ? Oui, justement, rapport à Pénélope, je l'ai reçu pour le coup dans le podcast pour parler du sien, et la question avait été, est-ce que quand elle avait fait notamment tout le journal confiné, reconfiné, déconfiné, etc. Et je lui demandais si tous les jours, c'était pas difficile de trouver des sujets. Elle me dit, non, puisque je parle de mon quotidien, et donc comme c'est justement du tous les jours, il m'arrive forcément un truc au moins une fois par jour, et ça devient du coup mon sujet. Il y avait comme pas la recherche d'un sujet, puisque c'était sa propre vie nourrie par son quotidien, en fait. Le rythme quotidien nourrissait tout seul les idées. Charles, c'est plus facile en effet, mais tout dépend du terreau, Philippe, sur lequel vous êtes. Si c'est un bon substrat, il y aura forcément une germination qui sera hebdomadaire, quotidienne même, je vous le souhaite. Mais vous savez, regardez Cerno, par exemple, il peut pas s'appliquer à lui-même un rythme quotidien, parce que forcément, il n'y arriverait pas. Ça dépend le sujet. Ou alors il faudrait des moyens assez importants pour le faire. Il faudrait les moyens de céréales. Voilà, il faut les moyens de céréales, exactement. Charles, par rapport à ce que je disais. Ouais, merci, c'est cool, effectivement. Après aussi, quand on est tout seul pour assurer aussi la promo, faire les petites vidéos sous-titrées, machin truc et tout, ça prend aussi du temps. Donc je pense qu'aussi en quotidien c'est compliqué. Ça dépend aussi du format et pour ma part, moi j'ai un peu de montage à faire et tout, parce que j'inscris des citations de cinéma, des trucs, des machins. Je fais un truc qui me ressemble avec un ADN précis et tout. Et ce qu'avait dit une fois Mathieu Stéphanie de Génération Do It Yourself, il dit dès que vous faites du montage, dès que vous avez des heures de montage, c'est que c'est nul ou c'est pas terrible ou je sais pas quoi, ou en tout cas vous allez vous prendre la tête et tout, juste parler, c'est ça le podcast, faut parler et tout. Et c'est vrai que pour ma part, je pourrais probablement tenir en quotidienne si je causais juste dans le post, parce que l'alimentation, ça regorge de sujets vraiment. Après, si je me vois refaire tout ce que je fais en montage, en hebdo, etc., puis production de vidéos à visée promotionnelle, chaque vendredi et tout, ça c'est impossible pour moi, clairement. Ouais. Mais je retiens ce que tu dis aussi sur le fait que l'hebdo laisse plus de temps et quelque part on se disperse un peu avec les différents trucs, quoi. Ouais, c'était déjà arrivé de pas finir un podcast et de le mettre vraiment in extremis last minute, quoi. Se coucher à 3h cette nuit, quoi. Donc voilà. Et voilà. Mais ça, c'est un exemple qui. Alors, et est-ce que, et c'est peut-être là-dessus qu'on peut terminer, ou alors qu'on peut ouvrir le débat, je sais pas, mais est-ce que c'est justement. Parce que là, ça veut dire que si tu termines à 3h, tu te fais pas forcément plaisir. Et donc, si tu te fais pas plaisir, est-ce que quelque part, ça va pas se ressentir
dans ton podcast, même si tu peut-être que tu montes très bien, mais peut-être que tu vois à la fin, à 3h du mat, tu vois pas très clair, et puis ton podcast, il est pas aussi chiadé que la semaine d'avant, et peut-être que si tu l'avais sorti une semaine après, et que tu avais dit à tes auditeurs, bon, désolé, j'étais vraiment crevé, ou j'ai pas pu le terminer, et discuter avec la communauté pour leur dire ça, je pense que là, il y a une vraie, en plus, il y a peut-être un lien direct avec tes auditeurs à créer, comme tu disais, puisque tu me disais tout à l'heure, est-ce que je leur demande si je le passe toutes les 2 semaines ou si je le fais toutes les semaines? Je pense que tu as ta réponse. Il faut que toi, tu te fasses plaisir, et il faut que tu fasses plaisir à tes auditeurs. Donc, en fait, tu te fais plaisir en ayant le rythme que tu veux avoir et en avertissant tes auditeurs pour qu'ils soient au courant et qu'ils se sentent concernés par la décision que tu prends, parce que en fait, quelque part, quand on est un auditeur d'un podcast, on est un peu comme une petite souris qui vit avec le podcasteur. On a l'impression qu'il est à côté de nous, on a l'impression qu'on vit l'histoire qu'il est en train de vivre. Donc c'est un peu ça peut-être qu'il faut au final prendre en compte. C'est ce qu'on appelle la connivence. Moi j'ai toujours entendu dire, il faut être connivent avec les auditeurs. Et je crois qu'il faut l'être davantage encore avec les auditeurs de podcast qui comprendront effectivement que se coucher à 3h du matin, c'est pas génial, et qui te pardonneront très facilement. Là, il y a une connivence, et ça veut dire qu'une partie du pari est gagnée. Ok, je retiens ça. Alors, j'ai quand même pris du plaisir. Ça m'arrive pas très souvent. D'habitude, je suis mieux organisé, mais bon, là, voilà, plein de trucs à côté à faire. Et effectivement, si ça se reproduit trop souvent, c'est que, c'est qu'il faut se détendre avec des fausses croyances. Voilà. Et puis, c'est pas seulement une fausse croyance. C'est surtout, au début, c'est plutôt une promesse que j'ai fait, une exigence aussi vis-à-vis de moi-même, qui fait, il y aura un truc par semaine, voilà. Et moi, j'organise ma vie pour faire un truc par semaine, une sorte d'exigence éthique et tout, en mode, tu t'es engagé le truc, tu as la responsabilité, et donc tu fais le truc, tu le fais le truc, et tu t'organises pour que ça soit régulier, et voilà. Ouais, je pense que ta communauté sera plus proche de toi si tu es honnête aussi avec eux, et qu'à des moments tu leur dis je peux pas. C'est vraiment avec et on se retrouve vraiment, et je pense que tu auras une autre relation avec eux, parce que c'est vrai que s'obliger, enfin, si on fait du podcast, c'est pas pour s'obliger, hein, c'est vraiment pour se faire plaisir. Alors tu dis que tu prends du plaisir aussi, je comprends, sauf que quand tu feras ça toutes les semaines, si vraiment ça se décale régulièrement, là ça va commencer à être problématique. Et puis je te dis, c'est aussi cette liberté, le podcast, et la liberté de pouvoir en plus en discuter avec tes auditeurs, ceux qui veulent, bien entendu. Après, ceux qui veulent pas, et ils seront toujours aussi contents de retrouver l'épisode, même si c'est 15 jours au lieu de 7 jours. Floriane ? Sur ça, je suis totalement d'accord, parce que si déjà, Charles, tu t'es habitué à avoir un rythme, les gens, ils savent qui tu es, et ils savent que tu es une personne qui travaille sérieusement. Donc si tu dis une fois, je suis désolée, j'étais fatiguée, j'ai pas pu poster la semaine dernière, en fait, on est humain et on comprend ça totalement, en fait. Bon, Latour, tu voulais réagir? Ah oui, et puis on vit les coulisses du podcast. Voilà, je pense que c'est ça aujourd'hui. Les gens, via le digital, ils aiment bien finalement découvrir les coulisses de la création du podcast. Donc ils savent que l'individu qui se cache derrière le micro leur ressemble un peu finalement. On a tous nos forces, nos faiblesses, nos moments de joie, nos moments de tristesse. Donc ils se disent un mec normal, quoi, un mec comme nous. Et je crois que ça ne peut qu'engager définitivement la communauté. Et puis il y avait une autre chose que Charles a dit, qu'on lui avait dit. Alors c'est l'homme qui a vu l'ours, mais il y avait une personne qui lui avait dit le podcast, c'est de la parole. Et moi, je crois que j'aimerais bien discuter avec cette personne qui. Ah oui, mais on a dit qu'on l'inviterait. Il est très très occupé, notre ami. Mais il a dit qu'on fera une room ensemble. Et c'est vrai que par rapport à ça, moi, je suis pas non plus tout à fait d'accord. Lui, il le fait parce que il a pas le temps de faire autrement, et que ça lui facilite la mise en ligne de son podcast. Il fait en fait, il diffuse ce qu'il enregistre. Et donc il y a une préparation certainement de son invité avec les questions, mais derrière
derrière, il veut pas avoir de problème de post-production avant de publier son podcast. Il diffuse exactement ce qu'il enregistre en fait. D'accord, parce que moi je vois les podcasts qui marchent, enfin il y a les gros podcasts natifs, tu vois, qui sont produits par exemple par France Culture où tu as des budgets de 50-60 000 euros. C'est quand même des budgets conséquents. Moi je connais des artisans autour de moi, ils n'ont pas ce budget-là à l'année. Hein. Et puis vous avez tous les autres à côté, mais il ne faut pas non plus voir dans cette solution une finalité. Il ne faut pas faire non plus de votre production une usine à gaz, quoi. C'est pas parce que vous maîtrisez pas Pro Tools que vous n'allez pas y arriver. En revanche, si vous avez une bonne mécanique de pensée, une façon particulière à vendre ce que vous vendez dans votre podcast en vous adressant à votre communauté, bah ça c'est beaucoup plus intéressant selon moi que de savoir maîtriser ne serait-ce que 15% de Pro Tools et les plugins qui vont avec. Voilà, donc n'en faites pas une usine à gaz. Si ça doit marcher, ça marchera parce que la promesse sera tenue et puis parce que vous aurez un langage que tout le monde comprendra. Geoffrey ? Oui, je suis totalement d'accord. Et pour le coup, c'est comme ça que je fonctionne, c'est-à-dire que je fais l'interview de l'invité. Et je le vends de cette façon, c'est-à-dire j'ai décidé en fait pour être totalement en opposition avec ce que je peux faire à la radio où on sait que c'est monter et remonter. Là, tout l'intérêt est de poser le micro et on parle. Et c'est dit comme ça, dit avec l'invité, dit avec les gens qui suivent. Et donc il y a après un montage. Si l'invité a envie évidemment d'éliminer des choses de la discussion de là où elle est allée, on enlève. En revanche, si c'est ok, je ne monte quasi rien. Je fais par contre toute une intro, etc. pour planter la chose, mais la partie interview en elle-même est presque brute. Geoffrey, je vois que tu travailles à Canal FM. Canal FM, c'est la grosse associative du Nord, c'est ça ? C'est ça, oui. Ah d'accord, ok. Belle associative, il y a beaucoup de fréquences. Voilà. Ah oui, une des radios associatives les mieux équipées, et on ne dira pas pourquoi. Ça, je ne sais pas, mais en tous les cas, c'est une... Je te raconterai, on s'appelle après, Brûlatour, si tu veux. Ok, est-ce que d'autres personnes dans la room, alors je vous invite, ceux qui connaissent pas le club, et je vois qu'il y a 4 personnes qui nous suivent pas directement, n'hésitez pas à cliquer sur la petite maison verte pour adhérer au club et être alerté de nos rooms que l'on organise les lundis, mercredis et vendredis à 13h sur le podcast exclusivement. Et si vous ne connaissez pas notre petit magazine Le Pod, c'est un magazine papier et digital. Vous avez les versions digitales sur le site web avec une newsletter à laquelle vous pouvez abonner qui arrive tous les vendredis à 17h. Et puis on vous envoie un exemplaire gratuit de notre magazine papier si vous le voulez. Vous allez simplement sur un site dédié pour Clubhouse qui s'appelle lepod.club, www.lepod.club, et vous laissez vos coordonnées en bas et on vous envoie par la poste une version papier de notre magazine qui sélectionne entre 80 et 100 podcasts. Et si vous avez des podcasts à nous envoyer, des recommandations, vous nous envoyez ça à reco@lepod.fr. On rédige plein de papiers quotidiennement sur le site. Si vous aussi vous avez envie de rédiger avec nous et faire partie de l'équipe de rédaction, on va créer un collectif pod et on est preneur de tous ceux qui ont envie de rédiger avec nous sur soit vos podcasts bien sûr pour en faire la promotion et qu'on vous connaisse mieux, ou sur le podcast en général et sur les choses que vous voyez passer dans la planète podcast. Donc n'hésitez pas à nous contacter, on est dispo. Moi c'est philippe@lepod.fr, Brûlatour c'est brûlatour@lalettre.pro. Tu dois aussi un mail de pod, mais sinon vous envoyez ça à contact@lepod.fr. Tous les mails de toute façon nous arrivent et les formulaires sur le site. Je pense qu'on a fait le tour, Brûlatour, sur la question de le tour, on n'a jamais fait le tour d'un sujet, en tout cas très intéressant. Ouais, voilà. Je pense que très sincèrement, au doigt mouillé, encore une fois, moi j'ai trouvé cette discussion, encore une fois, très intéressante. Il y en a certaines qui ne le sont pas forcément, elles ne sont pas abouties. Celle-ci était très intéressante. Et vous voyez, si on devait en faire une sorte de point final, de conclusion, je dirais qu'un podcast comme celui-ci, une simple discussion comme ça, à bâton rompu, peut créer un intérêt chez de potentiels auditeurs. Vous voyez, on a fait ça avec du scotch. C'est pas de bric et de broc, mais bon voilà, chacun est chez soi avec un son, j'imagine plus ou moins intéressant, net. Mais vous voyez comme quoi c'est pas tellement le son qui fait la différence. Il faut quand même un confort d'écoute, mais il faut qu'il y ait des gens
engageant, d'abord engagé pour être ensuite engageant et voilà, partager des points de vue, des idées. Moi, je crois que ça a été très prolifique, cette room. Je regrette encore une fois, je persiste et je signe tel un syndicaliste, Philippe. Moi, je persiste et je signe. Je suis vraiment désolé qu'on ne puisse pas faire du replay sur Clubhouse. C'est pas la vocation, ok, j'ai compris la mécanique, il n'y a pas de souci. Mais je me dis que, bon sang de bonsoir, on pourrait quand même retrouver des choses qui ont été dites. Moi, je ne sais pas qui a dit ça, mais la créativité née de la contrainte. Eh ben, je vais vous dire, moi, franchement, ce genre de phrase, j'entends rarement à la radio aujourd'hui. Et pourtant, vous voyez, clac, j'ai fait tilt. Je me suis dit, bon sang de bonsoir, encore une fois, la créativité née de la contrainte, ben, c'est pas mal comme phrase. Et moi, j'aimerais entendre ces phrases-là à la radio ou sur d'autres médias. Et je dois l'avouer, je suis pas amer, hein, pas aigri, hein, je vais pas faire mon vieux con encore une fois, mais je les entends ces phrases-là de moins en moins. J'ai du mal à isoler comme ça de belles mécaniques de pensée ou des phrases intéressantes qui provoquent l'interrogation une fois qu'on a terminé. Personnellement, j'espère qu'une fois qu'on aura terminé cette room, ça provoquera chez vous des interrogations, vous irez peut-être plus loin, bref, que celle-ci sera le point de départ d'une belle aventure. Et c'est cette émulation qu'on aime sur Clubhouse, c'est grâce aux interventions de Geoffrey, de Floriane, de Charles et je ne me rappelle plus comment elle s'appelle. Delphine, voilà, Delphine Zanelli. Qu'on a réussi nous aussi à rebondir et à faire en sorte que ça soit intéressant, on l'espère, pour ceux qui nous écoutent. En tout cas, en général, on a un taux de rétention des personnes qui commencent à écouter assez important. Et puis on est bien sûr preneur de vos retours ou des sujets à chaque fois dont vous voulez parler. Et puis à noter, tant que vous êtes là, puisque je vois que Lauriane est dans la room, on fera aussi, on découvrira un lancement de podcast de Lauriane. On va le programmer dans peu de temps, puisqu'elle lance son podcast début mai. Et donc début mai, on aura la chance de découvrir avec la créatrice de ce podcast le lancement d'un podcast. C'est toujours une chose assez spéciale de lancer un podcast, et on est très content de pouvoir participer à cette room et avoir un peu les retours de Lauriane. Je vous invite à cliquer sur son profil et aller voir sur son Instagram pour écouter le premier épisode, et puis bien entendu de venir aussi dans la room qu'on va organiser avec Lauriane. Allez Lauriane, un petit mot avant qu'on se quitte, il nous reste 2 minutes. Salut Lauriane. Bonjour à tous, oui bonjour Philippe, bonjour Latour, j'entendais... Alors oui, la sortie début mai, qu'est-ce que ça fait de lancer un podcast ? Eh bien écoute, depuis ce matin, je me dis mais dans quel merdier je suis mis ? Et maintenant que tu as mis la date, tu peux plus faire demi-tour. Alors tu vois, on parlait de rythmicité. Et bien là, la rythmicité, elle est déjà sur le jour où, puisque c'est le 3 mai, c'est ça que tu t'es dit que c'était le 3 mai. Tu seras prête ? Oui, c'est ça. Je sais pas, mais en tout cas, pour rebondir à ce que disait Brulatour, c'est vrai que j'avais lancé comme ça sur Instagram le 3, parce que sans quoi j'aurais continué à écrire. Donc j'ai posé la date en me disant, je vais être obligée de le faire. Et puis là, voilà. Hein donc ce sera la première fois sur Clubhouse que Clubhouse verra naître, enfanter un podcast en direct. Moi, je suis partant pour l'idée qui est originale. Haut les cœurs, les amis. Haut les cœurs, voilà. Et on a dit que ce serait le 3 mai d'ailleurs, si je ne me trompe pas. C'est ça. Lauriane. Oui, j'ai répondu. Le 3 mai, et Lauriane, le 3 mai, c'est lundi. Hein. Oui, je sais. Ouais, non, mais ça fait 1 an quand même que je travaille dessus. Hein. Oui, d'accord. Ouais. Donc là, elle a le week-end, comme disait Charles tout à l'heure, elle a le week-end pour terminer dimanche à 3h du matin, enfin lundi matin à 3h du matin pour le podcast. Donc lundi, on se retrouve à 13h avec Lauriane, c'était un peu la surprise que je voulais vous annoncer à la fin de la room. On se retrouve avec Lauriane lundi à 13h pour découvrir son podcast et puis discuter entre nous de justement, quand vous avez lancé votre podcast ou si vous allez lancer votre podcast, de pouvoir discuter avec quelqu'un qui vient de lancer son podcast, l'avant, le pendant, et on suivra ça au fur et à mesure pour voir l'après. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je vais inviter aussi dans les rooms s'ils ont des iPhones. Alors apparemment, ça va arriver sur Android dans pas longtemps, Clubhouse, donc on risque d'avoir un flux de personnes qui veulent venir dans les rooms depuis un certain temps et ne peuvent pas.
on va inviter les coups de cœur qu'on a eus dans les magazines Le Pod depuis le début à venir nous parler un peu de leur d'où ils en sont, puisque ça fait 1 an et demi, bientôt 2 ans qu'on a notre magazine, et puis on a parlé de plein de différents podcasts. Donc on les invitera dans les rooms futurs pour parler un peu de leur avancée dans cet univers impitoyable qui est le podcast. En tout cas, on est très heureux de vous retrouver et de retrouver Lauriane. Et moi, je sais pas du tout à quoi m'attendre, hein, Lauriane. Donc ça va vraiment être la découverte, et je ne vais même pas écouter, si tu le sors à 10h, je ne vais même pas l'écouter. On essaiera d'en écouter un extrait dans la room. Je connecterai spécialement la petite Zoom PodTrack P8 avec laquelle je vous parle pour pouvoir préécouter, j'espère que ça marchera, un petit extrait. Si tu le sors à quelle heure ton podcast, parce que ça se trouve on pourra même pas en écouter. Si, ça partira le matin. Alors en fait, pour conclure vite fait, j'ai des amis de la presse qui ont eu vent par d'autres copains, et donc du coup j'ai des communiqués, enfin, j'ai des interviews qui sont prévues, donc du coup on me demande à recevoir le podcast avant les autres, donc du coup je pense que ça va sûrement sortir officieusement dimanche soir. Mais sinon, ça sera à l'écoute lundi matin pour 8h. Je communiquerai sur Instagram, à mon avis, sur ce créneau-là. Non, mais quel teasing vous avez fait là. C'est vraiment énorme là. Là, je veux dire, là, moi, j'en connais qui peuvent aller se brosser là, parce que depuis 2 minutes, on est en train de teaser quelque chose pour lundi là. C'est le cliffhanger. Allez, donc, bravo, et bien sûr, l'exclusivité au pod d'abord, hein, parce que si ça sort ailleurs, on va vraiment être très 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 malheureux. Hein. Non, ouais, promis. Merci, bonne journée à tous, et puis allez, on retourne bosser un peu. Vous allez écouter un podcast. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Littérature, mode, sport, art, fiction, santé. Des centaines de milliers de podcasts sont disponibles. Et il vous faudra une vie pour les écouter. Mais le pod est là. Le meilleur du podcast, c'est sur le pod, en version papier ou numérique. Pour plus d'informations, www.lepod.fr.